décrocher. Salut, c'est Cyril pour Moco Fishing. Dans le fond, je veux faire un retour avec vous sur un trip que j'ai fait dans le sud du Québec récemment. J'avais demandé à un ami en allant à Trois-Rivières, qui est une personne qui connaît bien la place, je vais vous en parler un petit peu plus tard, qui m'a conseillé d'aller à un spot en particulier. Et au bout de cette espèce de quai, en fait, il y avait possibilité d'attraper de la chigan, du doré, et le long de la berge, possibilité d'attraper du brochet si les herbiers n'étaient pas trop poussés. Mais quand je suis arrivé là, les herbiers c'était ultra poussé, un marais hallucinant. Fait que j'arrive sur le spot et tout de suite dans le marais, dans les trous d'eau, je vois quelque chose qui attire mon regard. Fait que au final, j'ai même pas été au bout du quai, même pas essayé de pêcher un achigan ou un doré. Je me suis arrêté direct à l'entrée, puis j'ai pêché dans le marais un poisson qui est ultra tripant, qui est une pêche à faire absolument si vous habitez dans le sud du Québec. C'est vraiment une découverte extraordinaire pour moi. Fait que je vais vous laisser visionner ça, puis je vous reprends après pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai utilisé, comment ça s'est déroulé, puis vous parler un peu plus de mon ami Guillaume. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse regarder ça. Abonnez-vous, laissez des commentaires, c'est toujours le fun à entendre et à lire surtout. C'est du poisson castor. Mon ami Guillaume va être fou. Poisson castor en ultra light. Ça, c'est une mission. D'abord, je vais vous parler de mon ami Guillaume. Mon ami Guillaume, dans le fond, il a créé un blog qui s'appelle Crinquet de pêche. Lui, c'est un tripeux de masquinongé. Et c'est surtout aussi un tripeux de poisson castor. Vous allez me dire, c'est quoi ce poisson castor, blablabla. Vous allez le voir dans les images qui viennent. Dans le fond, lui, Guillaume, son blog, je vais vous mettre le lien dans la description. Crinquet de pêche, je le redis. Il fait des images qui sont vraiment le fun à aller voir là, concernant notamment, je pense que ça s'appelle le roi des marais. C'est un court vidéo sur le poisson castor, puis il fait des images sous l'eau, des images d'approche. Ils font tout ça à vue en kayak dans un espèce de marécage. Tu as des arbres, tu as des herbiers qui finissent jamais, c'est la jungle. Donc, il partage tout ça avec vous, je veux dire. Et en plus, c'est un tripeux de masquinongé, fait que forcément, il y a du monstre à aller voir, des beaux poissons et surtout des pêches extraordinaires. Fait que faites un tour sur son blog, c'est vraiment génial et tripant. Puis c'est juste un tripeux de pêche et un excellent pêcheur. Fait que je vous recommande d'aller voir ça. Aïe aïe! Quoi de plus gros qui a bougé dans les herbiers là? J'ai des frogs. Faut que j'aille chercher mon autre canne. C'est un castor. Oh là là! Ok. Dans le fond, il y en a plusieurs qui ont dû le remarquer, l'entendre. Je ne viens pas du Québec à l'origine, je viens de France. Et quand je suis arrivé au Québec en 2005, je suis arrivé pour des études. Et j'ai commencé à triper sur la pêche du masquinongé. J'arrêtais pas d'essayer de pêcher le masquinongé, j'en ai pris plusieurs.
J'ai fait beaucoup de rencontres de masquinongés dans le sens où j'ai eu des suivis, j'en ai échappé, bref, toute une aventure et j'ai beaucoup focusé là-dessus et le tout à pied du bord. Quelques pêches en bateau, mais c'était principalement du bord. À l'époque, j'avais pas d'embarcation, pas forcément les moyens non plus de m'équiper correctement. Bref, je m'étais acheté une très bonne canne pour ça. Et une paire de waders, puis j'arpentais les endroits où je pouvais accéder à pied à la recherche du masquinongé. Et en recherchant le masquinongé, je me suis souvent confronté au poisson castor. Et ça, je suis parti en Abitibi en 2009. Donc de 2005 à 2009, je pêchais essentiellement, je recherchais principalement le masquinongé et aussi la chigan à petite bouche. Donc j'avais souvent deux équipements avec moi. C'était pas tout le temps les mêmes habitats, mais c'est ça qui est le fun sur le fleuve. Un coup, vous allez avoir accès à des habitats qui sont plus propices au masquinongé. Un coup, vous allez avoir accès à des habitats qui potentiellement peuvent abriter de la chigan à petite bouche. Fait que c'est pour ça que je traînais souvent le même matériel, puis avec mes waders, je m'en sortais très bien. Là. Je faisais des très belles pêches, j'ai eu énormément de fun. Et souvent, je me suis confronté au poisson castor sans jamais être capable de le sortir. Jamais, 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 jamais. J'en ai vu, j'ai eu des suivis, j'en ai capturé, décroché à la ligne. Fait que c'est vraiment devenu ma bête noire. Et depuis 2009, donc je suis parti en Abitibi, et là, j'ai jamais pu réessayer de pêcher ce poisson-là. On n'en a pas en Abitibi, du moins pas à ma connaissance. Et ça a été une frustration hallucinante. Là-dessus, je fais connaissance avec mon ami Guillaume. Guillaume de Crinquet de pêche qui tripe sur le poisson castor. On échange un peu, là ça fait quelques années qu'on se parle, qu'on essaye de mettre en place une rencontre où moi je peux aller pêcher le poisson castor avec lui. C'est quand même assez spécifique le moment où ils vont le rechercher puis pour lequel la pêche est la plus efficace. Quand j'arrive sur le spot, dans les trous d'eau, dans le marais, au milieu des herbiers, là ça fait des trous au milieu des nénuphars, il y a un peu de tout là-dedans, hein. C'est vraiment la jungle. Et dans le trou d'eau, j'aperçois j'effraie des poissons en fait. Des petits poissons, j'ai rien vu de gros sur le coup. Puis là, j'attends un petit peu, les poissons se replacent dans le trou d'eau et j'observe ce que je pensais être des bébés poissons castors. Ils ne sont pas tout seuls, il y a du crapet. Je pense que c'était du crapet arlequin, selon ce que j'ai vu. Je ne les ai pas capturés, je n'ai pas été capable d'en sortir comme vous le voyez sur les images. Et je crois apercevoir aussi des jeunes achigans à grande bouche. Donc je vois ces poissons-là, là je me mets en mode ultralight tout de suite pour essayer de capturer du crapet et potentiellement un jeune achigan à petite bouche. J'avais juste envie de faire une photo d'un poisson castor, pardon. J'avais juste envie de faire une photo de poisson castor pris en ultralight pour Guillaume. Ça aurait juste été de la folie. Fait que j'arrive, je vois ces poissons-là. J'essaye de les prendre, je passe ma boîte de leurre au complet. Je finis avec des micro-jigs que j'utilise plutôt l'hiver sur la perche chaude. Et rien n'y fait, ils prennent pas. J'ai des tapes, ils attaquent, mais ils prennent pas vraiment le leurre. Je suis pas capable de les piquer. J'ai même pas un semblant de piquage, quoi. Et j'avais rien de plus petit. Bref, ça fonctionnait pas. Là, je m'entêtais sur quelque chose qui fonctionnait pas. Et à un moment donné, je change de leurre et surgit un poisson castor dans l'espèce de trou d'eau, mais un beau poisson, un adulte. Au début, c'est un mâle. Je vois parce que j'arrive à distinguer l'ocelle, puis il a des couleurs vertes sous le ventre. J'en parle un petit peu dans la vidéo. Et là, je passe en mode traque du poisson castor, quoi. Je vais me chercher ma plus grosse canne. Je vais vous parler un petit peu plus du matériel que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais chercher ma plus grosse canne et là, c'est parti, quoi. Je chasse le poisson castor. Au début, j'essaye avec un leurre de surface, un leurre dur de surface. Il approche, il prend jamais. À un moment donné, je me dis, mon leurre de surface, quand il est à l'arrêt, il est en position verticale. C'est quand on l'anime, il passe en position horizontale. Je me dis, dès que le poisson castor arrive, je vais y mettre un ferrage. On va voir des fois que je sois capable de le snaguer. Là, j'étais
Je savais plus quoi faire pour le prendre. Il approchait, il venait voir, hein, il suivait, il était très proche moi je pense qu'il le touchait. Et rien à faire, il prenait pas, fait que pas capable de le sortir. Je ferre un coup et ça fonctionne pas. Et en plus je lui fais peur. Il disparaît. Il vient juste sentir. Ah, je sais pas si vous le voyez là. Je capote. Ah, c'est tellement beau. Ah! Allez, je vais me chercher ma plus grosse canne. La mission vient de changer. Là. Je prends ma plus grosse, c'est une canne casting. Elle est capable d'envoyer du 20-85 grammes. Elle est extrêmement rigide, elle est dédiée à la pêche du peacock bass, donc des pêches exotiques très fortes. C'est vraiment une canne. Elle n'est pas confortable pour envoyer des gros leurres trop longtemps. Mais par contre, pour combattre le poisson, c'est un vrai bijou, quoi. Je m'en servais surtout, c'est une canne de voyage, je m'en sers surtout pour le brochet sur des tailles de leurre moyennes. Et c'est un vrai charme, quoi. En plus, en kayak, j'ai pas un talon qui est trop long, c'est vraiment un charme. Bref, je prends cette canne-là, je cours, je retourne dans mon trou d'eau pour essayer de choper le poisson castor qui avait disparu. Hein. Pour rappel, je lui ai fait peur, il a disparu. Je reviens, là, je cherche, je regarde, puis il y en a un autre, quoi. Il y en a un autre, et c'est pas le même. Il n'y a plus la coloration verte, il est plus massif, plus gros, plus long. C'est ce que je pense être une femelle, j'ai pas vu l'ocelle sur le coup. Et là, je me mets une grenouille. Alors, une grenouille montée en texan, je vais vous en montrer une. Une grenouille montée en texan, c'est cette compagnie-là, ça s'appelle Striking. Je vais vous en sortir une pour que vous voyez à peu près. C'est des leurres qui sont assez denses, assez lourds, même sans poids. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc, c'est vraiment un dos kaki, pailleté bleu sur le dessous. Je pense que la couleur, honnêtement, ça n'a pas d'importance. Pour le peu que j'ai vu, l'expérience, le peu d'expérience que j'ai sur ce poisson-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Guillaume pourrait vous en parler probablement mieux que moi. C'est pas le même. Oh! Ah putain. C'est pas le même.
Fait que là, on est vraiment en mode pêche à la grenouille dans les gros herbiers, comme on le ferait un peu pour la chigan. Donc ça passe sur les herbiers en surface. La distance du trou d'eau est à peu près 4-5 mètres, à peine en fait. J'ai quasiment pas besoin de lancer. Avoir une canne plus longue, je pense que je pouvais même pêcher sous la canne. Je fais des lancers très courts et je fais une pause en plein milieu du trou d'eau. Tout de suite, le poisson castor, il se met en recherche des vibrations, de qu'est-ce qui fait ce son. Je pense qu'il doit voir un minimum, mais ça ne doit pas être le plus fort de ses sens. Et alors je ne me rappelle plus trop s'il gobe tout de suite, s'il gobe la grenouille tout de suite. Je fais juste lui arracher, je suis tellement énervé en fait, j'attends même pas je tends pas la ligne. Normalement quand vous pêchez en texan, vous le castez, le poisson prend, vous tendez la ligne, vous attendez de le sentir dans la main, il ne faut surtout pas ferrer à vue. Et là je vois le poisson castor qui avale ma grenouille et j'y mets une cartouche tout de suite, quoi. Je ferre tout de suite, ce qui est une erreur de débutant en fait quand on pêche en texan, mais je suis tellement excité de l'avoir que c'est ça, mon cerveau il réfléchit plus, quoi. Et je lui arrache de la gueule sans jamais le piquer. À un moment donné, je me dompte, à chaque fois, j'arrête pas je lui arrache de la gueule. Je fais non, arrête ça, c'est pas possible. J'essaye de me parler à moi-même pour arrêter ça, pour me calmer. Et au final, vient le moment où là, je me dompte, donc je reprends la tension dans la ligne, je reprends le mou. Je sens la tension du poisson direct dans la main, je ferre, je le pique. Je le pique, mais le combat est assez court au final. Je combats un petit peu avec quelques secondes et il se décroche. Il finit par se décrocher et il se pousse, mais je le vois encore dans le trou. J'y renvoie la grenouille, vous allez le voir sur les images. Elle approche sans jamais prendre. Elle vient taper dessus, mais elle n'ouvre pas la gueule, elle prend plus. Elle refuse complet. Fait que là, ce que je fais, c'est qu'au final, je décide de changer de leurre. D'avoir une autre présentation. Je garde le même hameçon texan. Je vais vous montrer l'hameçon texan que j'ai utilisé parce que c'est un point important. Il faut vraiment qu'il soit ultra robuste. Donc, je décide d'enlever ma grenouille. Je garde mon hameçon texan et je passe sur une imitation de verre comme ça. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. C'est la compagnie Jackal. Ça s'appelle Flick Shake. C'est quasiment 6 pouces. Je vais vous en sortir un. Donc normalement c'est plutôt destiné à des pêches shaki ou waki, des choses comme ça. Plus pour la chigan en fait. C'est pas tant destiné, mais j'avais que ça sous la main à ce moment-là. Je vous ferai des gros plans après. Donc je décide de mettre ça. Je recaste devant elle. Là, le leurre est très léger. Il n'est vraiment pas du tout destiné à ma canne. C'est un peu la croix et la bannière. Mais je me rends à l'extrémité du trou d'eau où le poisson castor s'est rendu. Je le vois encore. Et là, tout de suite, elle recherche, elle gobe. Je ne sais plus si je la rate ou si c'est le moment où je la pique vraiment. On va dire que c'est le moment où je la pique vraiment. Je fais ça comme du monde, je reprends la tension dans le fil. Je ferre une grosse cartouche. Beau combat, vraiment hallucinant les sensations. Je suis persuadé de l'avoir, je la ramène. Je chope mon épuisette derrière moi. Je vais pour la puceter. Elle se décroche. La malédiction, quoi. La malédiction est sur moi, c'est l'enfer. Je sais plus quoi faire. Bref, elle se décroche, elle se pousse. Et là, pour le coup, elle se pose pour vrai parce qu'elle disparaît du trou d'eau. Je suis plus capable de la voir. Ah, elle l'a refusé. Ah, putain. Elle le refuse. Fuck.
fusée. Ah putain. Ah, mon premier castor à vie. Aïe, aïe, c'est dans les branches là. Ah. Oh non! Décroché. Qu'est-ce qui a cassé? Ah! C'est emmêlé dans les branches. Tabarnak. Ah, c'est que ça me gosse. Oh non! Je l'avais là! Oh. Ah, et là, je suis frustré là. J'ai manqué un poisson castor à 2 reprises. Si bol dans la végétation. C'est malade, c'est vraiment une pêche malade. J'adore. Ça c'était, je pense que c'était une femelle. J'ai vu un mâle qui avait encore des nageoires vertes associées à la reproduction, je pense, si ma mémoire est bonne. Et les sensations là, c'est comme pêcher le snakehead en Asie, mais au Québec quoi. C'est malade, c'est vraiment malade. J'espère que les images vont être cool là, parce que j'ai quand même le combat. C'est au moment de le puister, je voulais le mettre dans l'épuisette pour prendre le temps de vous faire des belles photos. Et puis je pense j'ai donné un petit peu de mou en me concentrant sur l'épuisette. Et ça l'a... Il s'est libéré. Il s'est libéré. Ah, je suis tellement frustré là. Je suis vraiment frustré. Ah, c'est fou, c'est fou. Super poisson, super poisson. Bien, il est loin. Ah là. Ah. Allez. Ah. Ah. Wouh. Oh. Ok. Au niveau des hameçons texans, je vous disais, ça prend vraiment quelque chose de costaud. Dans le fond, c'est une mâchoire très très dure. Donc, un poisson puissant. C'est pas juste la puissance du poisson aussi qui fait que le matériel doit être ultra robuste. C'est aussi l'environnement. Il faut vraiment extirper le poisson des herbiers. Donc, vous devez avoir une canne qui est capable de faire ça. Le moulinet, il faut qu'il y ait un frein assez fort pour être capable de faire ça. Puis aussi, donner la possibilité d'avoir des ancrages vraiment forts. C'est-à-dire que vous serrez le frein assez fort pour que l'ancrage, le piquant de l'hameçon puisse se faire correctement, sinon vous allez le manquer. Puis je pense que c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'avais mis un frein trop mou au début. Donc des ferrages qui n'étaient pas assez appuyés, pas assez forts. Au moment où je pique le poisson, le mâle, là j'avais resserré vraiment le frein, puis c'était bien planté, il n'y avait quasiment aucune chance de perdre ce poisson-là à ce moment-là. Là j'ai utilisé ces hameçons-là. C'est des hameçons texans classiques, taille 3-0. Alors 3-0, 4-0, 5-0, c'est pas mal les tailles les plus adaptées pour les leurres que j'avais. Ça prend... C'est pas des si grosses bouches que ça. Fait qu'il n'y a pas besoin de leurres hallucinants.
Puis ça a vraiment fait la job. J'ai extirpé le mâle, il a voyagé sur 10-15 mètres peut-être, par-dessus les herbiers sans problème, l'hameçon n'a jamais ouvert. À la fin, j'ai tellement peur de le perdre, en fait, je prends mon fil, mon bas de ligne, je lève le poisson, je vais le porter dans l'épuisette, je prends mon épuisette, je le ramène dans l'eau. C'est pas la plus belle des sorties de poisson, je vous l'accorde. D'habitude, j'essaye d'être plus pro que ça, mais là, je veux vraiment pas le perdre. Bref, l'hameçon s'est jamais ouvert. L'œillet est soudé aussi. L'œillet, c'est l'endroit où on attache, donc il peut jamais ouvrir. Si vous avez un gros poisson, ça peut pas ouvrir, c'est soudé. Donc c'est vraiment un hameçon que je recommande pour ce type de pêche, là, des pêches fortes. Là, ça a été numéro 1, je les connaissais pas. Jungle White Gap, vraiment numéro 1, super. Au niveau du bas de ligne, j'ai pris ce que j'utilise pour le brochet. Brochet masquinongé, c'est du fluorocarbone en 100 livres. Est-ce qu'on pourrait prendre plus petit? Moi je pense que oui, je crois que Guillaume utilise principalement du fluoro de 70 livres de résistance. Donc c'est quand même assez fort, mais il n'y a pas besoin peut-être pas besoin d'un 100 livres. L'autre chose, ça pourrait être remplacé à mon avis, par un nylon. Pour économiser, le fluoro, ça coûte quand même assez cher. Peut-être économiser avec des nylons assez forts. Guillaume, lui, sa stratégie, donc il pêche en kayak, il se met debout sur le kayak, part dans le marais. À partir de là, le but du jeu, c'est de les voir. Il fait tout à vue, donc de les voir, et il pêche beaucoup sous la canne. Il n'y a quasiment pas de lancer selon ce qu'il m'a dit. Et d'ailleurs, on a essayé de faire une pêche comme ça le lendemain du moment où j'ai pêché le poisson castor du bord. On a essayé de faire une pêche en kayak, on n'en a pas vu. Je vais vous mettre quelques images quand même, parce que c'est quand même le fun de voir dans quel environnement on évolue, puis dans quel environnement il faut pêcher ce poisson-là. C'est vraiment la jungle, c'est fou. Bref, lui, il a un montage plutôt dédié à l'achigan. C'est le waki. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en gros, c'est un hameçon simple qui est piqué au milieu d'une imitation de ver de terre. Un worm. Le plus classique des worms connus, c'est le Senko, qui est un format un peu plus dodu que ce que moi j'avais. Et le but du jeu, c'est vraiment spotter le poisson castor, y faire la présentation sous le nez de ce montage-là, il ramasse, on pique. Encore une fois, ça prend des hameçons très forts. Ici, j'ai pas eu la chance de tester ces hameçons-là, c'est du Honor encore, comme mes hameçons texans. J'ai pas eu la chance de l'essayer sur le poisson castor, vu qu'on n'en a pas pris à ce moment-là. À refaire, je pense que j'irai avec 2 cannes. La froc, j'ai bien aimé. Le waki, c'est sans discuter une méthode éprouvée. Guillaume l'a fait, c'est sûr que ça fonctionne. Mais je m'ajouterais peut-être 2 leurres. Ici, un jig avec un leurre souple. Je pense que dans le trou d'eau, ça peut valoir le coup. Des fois, ils sont tellement bien cachés qu'on peut ne pas les voir. Et je pense que ça peut valoir le coup de laisser tomber le jig dans les trous d'eau. Juste pour voir, ça peut être une bonne stratégie à mon avis. Donc il y a un anti-herbe là-dessus, il y a un très bon hameçon. Il y a possibilité de passer aussi au travers de la végétation, des fois quand on a un doute, d'aller poser ça. Peut-être aussi, selon ce que Guillaume me disait, il y a des moments où ils sont plus farouches qu'à d'autres. Et les approches à vue ne sont pas tout le temps faisables, quoi. C'est pas tout le temps une réussite. Vous allez en voir, vous approchez, il s'enfuit. C'est pas une pêche qui est facile. Par contre, je pense qu'aussi, on passe à côté de poissons qu'on ne voit pas. Et je crois que de pouvoir faire des tests dans les trous d'eau comme ça, ça peut être intéressant. Donc, un jig, ça pourrait être pas mal. Je ne l'ai pas essayé. Là, je vous parle vraiment dans mon chapeau. C'est une idée pour la prochaine fois que je me mets de côté. Je vous en redonnerai des nouvelles le cas échéant. J'avais aussi ces leurres-là. Ça, c'est le Black Minnow. Je pense qu'il est un petit peu fragile pour l'utiliser. Mais j'utilise cette tête plombée qui est la plus légère l'hiver. Elle n'est vraiment pas destinée à ça. Pourquoi je l'utilise? Parce que normalement c'est vraiment du lancer ramené, c'est fait pour traverser les herbiers, l'œillet est vraiment en avant sur la tête.
C'est une tête de résine, donc assez légère, il y a pas de... elle n'est pas très alourdie, donc vraiment faite pour pêcher proche de la surface. Et l'hiver, je l'utilise dans le trou d'eau parce que elle va tomber vraiment comme un peu une feuille. C'est un mouvement tout doux, très, très discret. Et sur le doré, l'hiver, dans le trou d'eau, à la verticale, ça fait vraiment un effet parachute hallucinant. Et au même titre que la pêche en jig, donc cette pêche-là, ici, on va vraiment aller chercher le fond rapidement. Avec ça, on aura un effet un peu plus planant et le côté texan moins accrochant aussi que j'aime bien. Donc ça fait partie des choses que si je retourne pêcher le poisson castor, je mettrai dans ma boîte pour essayer ça.